les mois qui viennent. Mes chers collègues, deux lectures de ce budget 2020 sont possibles. La vôtre, où vous mettez en avant une dette stabilisée, un déficit au plus bas depuis 10 ou 20 ans, une dépense publique sous contrôle, la baisse des impôts et une fiscalité verdie. Je fais bref, c'est à peu près ce que vous dites. Permettez-moi de développer une autre vision, une autre lecture de ce budget qui correspond, je pense, mieux à la réalité. En fait, je crois, et je vous l'ai dit en séance de commission, je crois que ce budget est exactement celui que vous n'auriez pas voulu présenter si les choses n'avaient pas bougé lors de la crise des Gilets jaunes. Un budget, ce n'est pas un exercice comptable, c'est l'expression d'une politique. Et force est de constater que vous avez assez nettement abaissé votre niveau d'ambition par rapport au début du quinquennat dans le domaine des finances publiques. La violence de la crise sociale a pris, certes, tout le monde de court, c'est vrai, mais je ne pense pas que la bonne réponse était la relégation au second plan de vos objectifs d'assainissement des finances publiques, ni la mutation de votre politique de l'offre, un peu timide mais positive, vers une politique de la demande, un peu à l'ancienne. Le tout produit un budget à court terme, construit sur les sables mouvants de la croissance et des taux d'intérêt bas. Vous nous dites que ce budget, c'est baisser les impôts et préparer l'avenir. Baisser les impôts est un objectif que je partage, que tout le monde partage et que tous les contribuables partagent. C'est en effet populaire. Mais vous le faites à crédit et à rebours. À crédit parce que les déficits, la dette et les bonnes nouvelles de la conjoncture sont au fond ce qui finance ces baisses d'impôts. Baisser les impôts aujourd'hui pour augmenter ceux des générations futures n'est ni responsable ni surtout durable. Donc des baisses d'impôts non financées. À rebours parce que vous avez fait le choix de la consommation des ménages contre un effort supplémentaire en faveur des entreprises, effort qu'il fallait faire en ces temps de croissance compliqués. En oubliant un peu vite, au fond, que ce sont les ménages qui sont les travailleurs des entreprises et que les uns et les autres ne s'opposent pas. La croissance du pouvoir d'achat, ce n'est pas la multiplication des transferts sociaux ou la baisse d'un certain nombre d'impôts non financés, ce sont évidemment la croissance des salaires et des revenus. Préparer l'avenir est notre responsabilité à tous et j'imagine que le gouvernement veut évidemment le faire. Aujourd'hui, les impôts baissent. En fait, ils augmentent. Vous avez essayé d'en détailler tout à l'heure, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les modalités. De loi de finances à loi de finances, il y a 18,5 milliards d'euros de recettes nettes d'impôts. C'est beaucoup. Depuis 2017, en effet, la France bénéficie d'un vent de croissance et de recettes fiscales exceptionnellement dynamiques. Je ne redétaillerai pas ce qu'on pourrait dire sur le prélèvement à la source ou sur l'impôt sur le revenu. Parfois, vous nous dites ce que nous faisons, vous auriez dû le faire avant. Au fond, on fait des exploits que vous n'avez pas fait avant. Sans doute, il faut être humble. Mais enfin, entre 2008 et 2009, juste pour rappeler à l'hémicycle, entre 2008 et 2009, au moment de la crise, les recettes fiscales s'étaient effondrées de 53 milliards d'euros de PLF à PLF. Il y a 70 milliards d'euros de recettes de différence, d'écart entre le budget que vous présentez, au fond, le budget que nous étions à l'époque en train de présenter. Donc les réformes que vous faites aujourd'hui sont des réformes qui devraient s'inscrire dans ces perspectives qui n'ont rien à voir avec celles de 2008 et de 2009 et ça devrait être le budget de réforme de fond, ce qui n'est pas le cas. C'est un budget qui est en 3D, en déficit, en dette et en dépenses publiques. Le déficit pour 2020 est passé d'une prévision de 0,9 à 2,2 en un an et demi. Il baisse de 0,1 point par rapport à 2019. C'est le plus faible effort de baisse depuis 10 ans. Ça, c'est vrai. C'est un moindre effort politique et financier. Et quand on se compare, on s'inquiète davantage. Il y a 400 milliards d'euros de différence de résultats budgétaires entre les excédents allemands et les déficits français sur l'équivalent d'un quinquennat. Je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer longtemps comme cela. La dette, elle stagne à un niveau élevé qui freine les 100% de PIB à l'heure où la zone euro a réussi à la réduire de 10 points en 10 ans. Sur la dépense publique, ça manque d'efforts structurels. Certes, vous refroidissez, comme vous dites, l'augmentation de la dépense publique. Elle augmentera néanmoins encore de 0,4% en volume, c'est-à-dire une vingtaine de milliards d'euros hors crédit d'impôt sur l'ensemble de la sphère publique.
Les réformes alors, il faudrait réduire les dépenses, monsieur le ministre. C'est un vaste sujet parce que vous nous renvoyez toujours à nos propres propositions, sachant qu'on en a fait un certain nombre, mais que vous voulez absolument pas les lire. Nous, on vous renvoie à vos propres responsabilités. C'est au gouvernement, à un moment donné, de dire au Parlement en quoi consisterait un projet sur plusieurs années, un projet sérieux, un projet solide, un projet aussi responsable, acceptable par l'opinion publique, qui ne change pas ce qu'est la France, mais qui modifierait considérablement le niveau de la dépense publique. Je vous donne quelques exemples et je vous donne surtout quelques références. Le FMI calcule que nous dépensons relativement à notre PIB entre 1 et 4 points de PIB de plus que nos grands voisins européens dans les domaines de la santé, des prestations sociales, de l'éducation, quelques 4 ou 5 grands domaines que nous connaissons bien. Réduire cet écart de moitié nous ferait faire 80 milliards d'économies. Ça veut dire changer, accepter de changer, de transformer, de faire évoluer notre modèle social qui n'est pas soutenable afin de le rendre plus durable et probablement plus sain. C'est un chemin parallèle à celui que nous avons collectivement engagé en matière écologique pour transformer notre économie. Il nous faudra bien un jour résoudre ce paradoxe français, un modèle très généreux et une grande insatisfaction sociale. Je voudrais dire un mot pour terminer ce panorama de la fiscalité. Je voudrais dire un mot pour terminer ce panorama de la fiscalité locale et du budget de la sécurité sociale. À la place d'une grande loi que vous nous annonciez de réforme complète et totale de la fiscalité locale, la vérité c'est que l'article 5, très compliqué, il est vrai, est juste un système de compensation de la taxe d'habitation. C'est un système alambiqué et c'est un système recentralisateur qui brouille en fait la lisibilité de la fiscalité locale, diminue l'autonomie financière des collectivités et creuse probablement encore le fossé entre leur déficit et celui de l'État. Le contribuable national va financer maintenant de plus en plus encore, d'ailleurs, les investissements locaux. En ce qui concerne le budget de la sécurité sociale, vous parliez, monsieur le ministre du Budget, d'hygiène budgétaire. L'hygiène budgétaire, elle voudrait que vous compensiez les dépenses que vous avez imposées à la sécurité sociale ou les non-recettes que vous avez imposées à la sécurité sociale, ce qui amène cela à un niveau de près de 4 milliards d'euros. Cette compensation devrait avoir lieu. Ce serait vraiment, me semble-t-il, une question d'hygiène des finances publiques. Un budget, c'est aussi 1000 points de détail avec des points de satisfaction et des irritants. Je voudrais évoquer 3 enjeux clés qui préparent, me semble-t-il, l'avenir sur lesquels on pourrait, je pense, aisément se retrouver. Le premier, c'est l'adaptation au nouveau monde numérique pour créer une fiscalité à armes égales. La fiscalité du commerce, essentiellement assise sur le foncier, crée de fortes inéquités entre acteurs traditionnels et ceux de la vente en ligne. Nombreux sont ceux qui soutiennent l'idée, il y a eu beaucoup d'amendements en ce sens, d'une TASCOM déductible sur les entrepôts commerciaux. Allons-y, faisons-le, et je pense que ce sera une bonne idée. Je sais qu'une partie des réponses aux défis numériques devront être aussi, monsieur le ministre de l'économie et des finances, multilatérales, et que l'OCDE vient de publier une proposition. Vous aurez bientôt des réunions, me semble-t-il, sur ce sujet à Washington. Vous connaissez notre inquiétude sur ce sujet, et notamment sur le fait de la manière dont la France serait impactée dans son propre système fiscal. Il faut négocier les yeux grands ouverts sur cette fiscalité du numérique, grands ouverts aussi sur les intérêts de notre pays. Vous deviez d'ailleurs rendre un rapport au Parlement le 30 septembre sur ce sujet. Nous serions heureux de pouvoir le recevoir. Il y a ensuite la question de la compétitivité de nos entreprises. Sur l'impôt sur les sociétés, vous connaissiez notre position, mais le chantier, il ne faut pas avoir une réduction de l'impôt sur les sociétés à 2 vitesses, et nous le dirons. Mais le chantier prioritaire, ce sont les impôts de production. 0,5% de la valeur ajoutée des entreprises en Allemagne, 3,6% en France. Tout le monde est à peu près d'accord sur le constat. Le président de la République l'a d'ailleurs encore rappelé. Faites-le. Peut-être pas cette année. On vous proposera des amendements en son sens, mais faites-le. Et dites-nous quand. Inscrivez un calendrier, une trajectoire de réduction des impôts de production. Le dernier enjeu de ce budget sur lequel je voulais insister, c'était la fiscalité verte. Là encore, la route est longue. Multiplier par 4, voire par 6, le niveau des malus sur les véhicules d'entrée de gamme, c'est évidemment beaucoup. Ça représente près de 60%, plus que 60% des ventes de véhicules neufs. Ça correspond à 60% des véhicules, donc c'est tout à fait considérable. Imposer aux compagnies aériennes des hausses de taxes qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'écologie, c'est fragiliser le secteur aérien. Nous avons proposé dans un amendement de réfléchir autrement à la fiscalité
verte, de faire en sorte que les mécanismes de justice qui sont intégrés à nos grands impôts puissent valoir également dans le domaine de la fiscalité verte. J'espère que vous pourrez ouvrir une discussion sérieuse et solide là-dessus. En tout cas, nous y sommes prêts. Pour conclure, Monsieur le Ministre, alors que la croissance s'érode et que les nuages commencent à assombrir le ciel de notre économie, vous avez utilisé maintenant une grande partie de vos marges de manœuvre et du temps dont vous disposez. Dans ce budget, vous avez brouillé nombre de pistes et nombre de messages. J'espère que cette longue discussion budgétaire qui nous attend nous permettra d'y apporter plus de clarté. Merci, Monsieur le Président. La parole est à présent